Bonjour Clément. Bonjour Laurent. On se retrouve pour le troisième podcast de la série où on essaie d'approfondir des concepts importants dans nos démarches d'analyse stratégique, comptable ou autre. Et cette fois-ci, tu as suggéré qu'on se penche sur la question du compositionnisme. En effet, c'est un thème qui me paraît important. C'est un thème où c'est un mot qu'on trouve souvent dans les travaux de ceux qui travaillent dans le champ des cosmopolitiques. Et puis, c'est un thème qui m'a aussi frappé dans une citation de Stengers que j'avais mis en préambule de ma thèse, qui est « Il nous faut dorénavant apprendre à composer avec Gaïa ». Et donc c'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir, et d'autant plus que toi tu abordes la question de la composition de manière un petit peu différente, hein, notamment dans un des papiers que tu as écrit sur la négociation, où tu montres qu'il y a plusieurs gammes de composition possibles, ou plusieurs modes de composition qui sont complémentaires les uns aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question de la composition n'est pas prise du même point de vue. Et c'est cette question-là que j'aimerais creuser pour se poser la question de savoir s'il faudrait aller vers des formes qu'on pourrait appeler du compositionnisme stratégique, c'est-à-dire prendre la question de la composition, mais du point de vue de l'acteur qui développe des stratégies pour agir. Alors ça pose un certain nombre de questions. C'est vrai que cette histoire de composition et de recomposition du monde commun, donc elle vient des travaux sur les cosmopolitiques, elle vient aussi beaucoup des travaux de Bruno Latour sur les politiques de la nature, où il y a l'irruption de non-humains ou d'entités environnementales qui viennent perturber le monde commun, qui doit trouver des moyens de prendre en compte ces nouvelles entités, et donc pour ce faire, de recomposer, de retisser des nouvelles relations, des nouveaux arrangements entre les êtres qui font déjà partie du collectif et ceux qui cherchent à en faire partie, ou en tout cas qui sont amenés de fait à habiter ce collectif. Et donc, dans cette question de recomposition, se posent en même temps des questions de place des êtres par rapport aux autres, des questions de recomposition des valeurs, des questions aussi ontologiques de redéfinition de ces êtres, et puis des questions de recomposition et de réarrangement des relations entre humains, mais aussi entre humains et non humains. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il s'agit, quelle complémentarité existe-t-il et quelle divergence existe-t-il entre des manières de penser la question environnementale à travers le prisme d'un compositionnisme qui se positionnerait plutôt sur la question du cadrage général, les formes de régime, les formes d'institutions, de délibération collective, qui rendrait cette recomposition du monde possible, et qui donc rendrait possible la composition d'un nouveau monde commun habitable, y compris après l'irruption de la question écologique. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous garantit que la simple mise en place des cadrages, et puis qui, pour les mettre en place, puisse produire un monde où aille forcément dans la direction d'un mode écologiquement viable. Inversement, si on prend la question de la composition du point de vue de l'acteur, est-ce que ça suffit de simplement penser l'acteur dans son action stratégique par rapport à ses propres valeurs, ses propres priorités, et faire confiance dans le fait que de cette action stratégique confrontée à d'autres actions stratégiques naîtra cette recomposition d'un monde commun habitable. Alors moi, cette question, c'est vrai que je me la suis plus posée dans mes travaux sur les questions de comptabilité, hein, notamment entre la dialectique, entre normalisation, institutionnalisation comptable, et donc d'une certaine conception des valeurs, d'une certaine conception des catégories qui définissent les êtres, et puis en même temps la comptabilité comme outil d'assemblage un petit peu artisanal, et d'assemblage donc de nouvelles relations, de nouveaux collectifs, de nouvelles redéfinitions des valeurs, toujours à reprendre. Donc cette dialectique entre une composition plutôt pensée du point de vue des cadrages qu'il faudrait mettre en place, ou pensée plutôt du point de vue de l'acteur stratégique, me semble une question assez fondamentale. Ouais, en effet.
Alors en fait, moi, cette question de la composition ou du compositionnisme, pour moi, si je suis dans une optique compositionniste, c'est en réaction à ce qui est l'inverse de ça, et que j'appelle le décrétisme, et qui est proche de manière assez inquiétante de ce que tu appelles les cadrages. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on peut réorganiser le système, le monde, la société, en disant, ben voilà, jusque-là, on n'était pas content de la manière dont c'était organisé, donc on va, comme un architecte qui va détruire et reconstruire un bâtiment, ou remanier un bâtiment, on va faire des plans, et puis ensuite on va décider, désormais, voilà, ça va fonctionner comme ça. Donc ça, pour moi, c'est un énorme problème. J'ai toujours été frappé par le titre du livre de Crozier, on ne change pas la société par décret. Et pour moi, c'est vraiment une des vérités les plus immédiates et fondamentales. Et c'est aussi une de celles qui sont le moins bien perçues quand je me tourne vers les débats contemporains sur la crise écologique. Le nombre de gens qui croient qu'on peut changer le système ou changer de modèle comme on poserait sur la planche à dessin un nouveau projet de réhabilitation ou de transformation profonde d'un bâtiment, pour moi, ça c'est juste pas possible. Alors, pourquoi c'est pas possible? D'abord parce que il faut prendre en compte une notion fondamentale ou deux notions fondamentales de théorie des systèmes complexes, et la société est un système complexe, y compris dans ses relations avec les non-humains. C'est la notion d'émergence, c'est-à-dire que l'organisation, elle émerge des interactions entre les composantes, les entités, etc., de toutes sortes, et elle ne se décrète pas par en haut, elle émerge, et donc on n'a pas la possibilité de contrôler par le haut cette émergence. Par ailleurs, je reviendrai dans un instant sur l'autre raison qui fait que c'est pas possible d'adopter la position décrétiste. Par ailleurs, il y a la question de la stratification, c'est-à-dire que cette émergence, elle s'accumule dans le temps, si bien que l'organisation de la société comporte toutes sortes de couches qui se sont sédimentées au fil de l'histoire et dont nous n'avons une perception que très partielle. Donc les gens qui croient, qui comprennent comment la société fonctionne, ils ont une grille de lecture qui lit certains plans, certains niveaux, mais quand ils croient que ça suffirait de changer ce plan-là pour que tout le reste change, ils se trompent complètement. Donc il y a une espèce d'orgueil, d'hubris, à croire qu'on peut redessiner d'un trait de plume et le modèle ou le système. C'est un peu comme si on disait, bon oui, on a pas mal de connaissances en biologie humaine, bon on va fabriquer un humain. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc une autre raison pour moi de rejeter de manière assez violente ce décrétisme, c'est le fait que ça débouche sur la violence, parce que quand on essaye d'imposer un mode de fonctionnement en décrétant que c'est comme ça que ça va fonctionner, tout le monde va être égal, on va partager ceci, cela, on va s'organiser pour planifier ceci, cela, etc. Comme ça ne répond pas aux dynamiques réelles des entités qui sont dans le système, et c'est tout aussi vrai pour les entités humaines que les entités naturelles, eh bien on est dans la violence. Alors pour les entités humaines, ça donne des expériences catastrophiques du XXe siècle où des gens ont cru pouvoir réorganiser le système social et politique sur la base d'un schéma tout fait de la manière dont ça devrait fonctionner, et qui à la fois étaient dans une méconnaissance des vraies forces et du fonctionnement du social, et qui souvent était aussi dans une méconnaissance de l'humain, c'est-à-dire qui se basait sur l'idée d'un homme différent. D'un homme, par exemple, qui serait uniquement coopératif. Mais c'est quelque chose qui me choque dans les débats contemporains sur l'écologie, c'est que les gens se permettent de refaire l'anthropologie et de dire on va régler le problème en considérant que les humains, désormais, ils vont fonctionner autrement que des humains. Ils vont être complètement dans la coopération, ou bien personne ne va essayer d'améliorer son sort par rapport à celui du voisin, etc., etc. Mais ce n'est pas d'une anthropologie réaliste, ça. Et donc, en fait, le décrétisme, non seulement
il est impossible parce que les forces d'émergence du système ne peuvent pas être surmontées par le haut, autrement que dans la violence. Et du coup, il y a à la fois une impossibilité logique et théorique et une impasse morale et humaine là-dedans. Et quand on parle des entités non humaines, c'est la même chose. On réorganise l'aménagement du territoire en disant, voilà, les arbres, on va faire comme ça, la flotte, on va faire comme ça, le machin, on va faire comme ça. Et on s'aperçoit d'un coup, ben non, que c'était plus compliqué que ça, que la nature réagit d'une manière qui fait que on ne peut pas décider sur la planche à dessin de la manière dont les choses vont fonctionner. Donc pour moi, ce point-là, le refus du décrétisme est un point fondamental, et donc il faut prendre acte une fois pour toutes que l'action ne se fait pas sur le système comme si on pouvait le dépasser, être à l'extérieur de lui, etc., mais qu'elle se fait dans le système, et qu'un système ne se change pas, il se transforme sous l'effet des actions, des initiatives qui sont prises dans le système. Il faut que je enfonce le clou pour dire que, à cause de tous les récits sur les constitutions, les révolutions, etc., on arrive souvent à se raconter l'histoire de refondation totale, quand on pense à la Révolution française ou à des choses de ce genre-là. Mais en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que non, on a changé un niveau de règles à l'intérieur du système par une action unilatérale plus ou moins violente, et que le changement de ce système de règles, progressivement, a produit des effets qui étaient d'ailleurs pas du tout tous ceux qui étaient escomptés par ceux qui l'ont proposé. Et la Révolution française, elle n'a pas du tout accouché d'un nouveau système du jour au lendemain, elle a déclenché une série d'événements sur un siècle, avec l'Empire, la Restauration, le machin, etc. Et donc personne, les gens qui disent ben là on a refondé, il y a un côté mythique là-dedans. Et pour mettre un dernier point là-dessus, on peut dire les aspects de la Constitution ou du droit. Il y a une différence pour moi fondamentale. Le décrétisme, il consiste à dire je peux écrire dans la loi la manière dont la société va fonctionner. Désormais, on ne consommera pas plus que machin, truc, etc., etc. C'est pas du tout la même chose que si on regarde la Constitution américaine. Elle pose des règles sur la manière dont les gens doivent interagir entre eux, mais elle ne comporte aucune image de la manière dont la société va fonctionner. Donc, les effets sont des effets, on change des règles depuis l'intérieur du système, certaines règles du système, et de manière induite, ces règles vont produire un changement. Par exemple, l'amendement sur la liberté d'expression, il ne tient pas du tout au fait que tout le monde a envie d'avoir une société où tout le monde peut dire n'importe quoi. Il tient au fait de dire que s'il n'y a pas la liberté d'expression, alors ça produit par les interactions et les émergences des situations d'oppression ou d'aveuglement qui vont être néfastes. Donc la différence entre le décrétisme et disons des changements qui vont transformer petit à petit le système, c'est que les changements ils comptent sur des effets induits dans le cadre des interactions et de l'émergence, alors que le décrétisme, il pense pouvoir déclarer d'emblée comment les choses vont désormais fonctionner. Et ça, c'est un acte à la fois d'orgueil et d'inconscience du fait qu'on ne comprend pas la complexité du système, et un acte de violence en fait. Du coup, pour moi, le compositionnisme est la seule solution. C'est comment on peut agir pour induire des choses qui vont impulser une transformation, mais moyennant les recompositions. Alors en fait, on peut le prendre de deux positions. Il y a un regard symétrique et un regard asymétrique. Alors le regard symétrique, qui est par exemple celui qui est revendiqué haut et fort par Bruno Latour ou d'autres auteurs de cosmopolitique, il consiste à dire voilà, le système ne se décrète pas, il est le résultat des interactions entre les entités, humaines et non humaines. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est de regarder comment elles interagissent entre elles et ce que ça donne. Donc ça c'est la posture symétrique, et surtout, pour bien comprendre comment ça se compose, il est essentiel de ne pas privilégier le point de vue de l'un ou l'autre, mais au contraire de suivre toutes les interactions.
Donc ça, c'est parfait du point de vue d'un observateur dégagé de l'action, un historien, un sociologue pragmatique, etc. Mais quand ça veut aller du côté de l'action, soit ça enferme dans un rôle de médiation, c'est-à-dire qui consiste à dire le seul vrai problème, c'est d'aider les forces à composer. Donc ça, j'ai déjà dit par ailleurs les limites que je voyais à ce système, dans la critique de l'audit patrimonial ou de ces approches-là. Soit on assume, mais sans le dire, une posture fantasmée de leader politique qui aura une idée de la manière dont les choses doivent se recomposer, et finalement on termine sur un programme politique qui n'est finalement qu'une position politique parmi d'autres. Ou de refondre des institutions. Pas vraiment, parce que le refondre des institutions, ça revient simplement à changer quelques-unes des règles du jeu de la société. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de dire on va changer telle ou telle règle du jeu de la société que de dire voilà comment désormais le système va fonctionner. C'est pas la même chose. Et l'autre posture, c'est la posture asymétrique, qui consiste, tu en as parlé au début, qui consiste à dire bah oui, mais on peut aussi être compositionniste en se plaçant du point de vue de l'acteur qui essaye d'impulser un changement. Et donc pour moi, la stratégie, l'analyse stratégique, c'est exactement ça. Ça consiste à dire je suis avec un acteur qui veut que certaines choses émergent dans l'état initial et final du système. Par exemple, quelqu'un qui est un leader d'une lutte indépendantiste, il a un objectif de réorganisation du système. Il sait très bien que ça ne peut pas se décréter par en haut de réorganiser les trucs. Mais donc, sa question, c'est comment je peux, à l'intérieur du système, mener des actions dans le cadre d'une stratégie qui, modulo les multiples épreuves de composition que je vais subir, les oppositions, les résistances, les alliances éventuelles, etc., va produire ce que j'attends dans l'émergence du système. Mais ce n'est pas du tout la même chose que le décrétisme qui fait croire qu'on peut dire voilà comment ça devrait fonctionner, et maintenant on va se mettre tous d'accord, on va instituer le truc comme il devrait fonctionner. Sur ce point, c'est-à-dire que certains des auteurs qui sont des tenants d'un compositionnisme plutôt symétrique, effectivement vont avoir des idées très intéressantes. Par exemple, c'est pour ça que je parlais de refonte des institutions ou de certaines institutions, l'idée qu'une des causes du problème écologique, c'est que certaines entités, notamment non humaines, ne sont pas assez représentées dans l'espace public, n'ont pas assez de voix dans l'espace public, et que donc, au final, ça rejoint aussi des questions ça rejoint des questions d'asymétrie. C'est-à-dire que si ces entités sont sous-représentées dans l'espace public, c'est que quelque part, il n'y a pas assez de gens qui se bougent pour leur donner une voix. Oui, mais... Sauf que effectivement, la solution devient donnons-leur une voix et faisons confiance à partir du moment où on donne une voix égale à chacun, que cette recomposition se fasse en faveur de ces entités non humaines, ce qui est effectivement une hypothèse très forte. Oui, mais ce qui est aussi finalement une fausse symétrie. Parce que celui qui décide qui a suffisamment ou pas suffisamment de pouvoir d'expression favorise ses amis et ses causes premières. C'est-à-dire que ça revient simplement à dire, poussez-vous, on va donner plus de place à ceci. C'est comme quelqu'un qui dirait, on va changer les règles des élections parce que notre parti n'a pas assez de sièges. Alors il le dit de manière indirecte en disant oui, la représentation n'est pas équitable, etc. Mais en réalité, c'est une manière de dire notre parti n'a pas assez de sièges. Et donc beaucoup de propos que j'entends dans le débat écologique qui ressortent de ce que tu dis, c'est des gens qui font croire que vu d'un point de vue équilibré et symétrique, il y a un déséquilibre. En fait, ils sont simplement des militants pour un des aspects du système qui considèrent que ça n'est pas assez pris en compte. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui ont exactement le même type d'idée pour d'autres aspects du système. Qui iraient à l'encontre. Oui, et qui eux aussi considèrent qu'il y a des gens dont la voix n'est pas assez entendue. Donc pour moi, cette position-là, de s'arroger de dire qui est suffisamment représenté ou pas, c'est une position asymétrique déguisée en symétrie. C'est le fantasme du leader politique. C'est l'idée, je sais comment il faut recomposer. Mais est-ce qu'elle est tellement déguisée si
la question qui motive ces propositions et ces réflexions au départ, c'est effectivement le fait de dire que la modernité est passée à côté de tout un tas de non-humains qu'il s'agit maintenant de prendre en compte. C'est-à-dire que mais donc, oui, effectivement... Mais elle n'est qu'un plaidoyer pour une des causes parmi de multiples causes. Et ce qui me pose problème dans le débat écologique actuel, c'est qu'elle refuse de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que tous les textes sur il faut agir sur le changement climatique, etc., donnent un statut radicalement différent à la question qu'ils portent par rapport à d'autres questions qui sont portées par d'autres. Mais ce statut n'a pas lieu d'être. Et ça peut être une stratégie qui marche. C'est une stratégie, mais c'est une stratégie déguisée derrière une fausse symétrie et une pensée décrétiste. Et le problème de la pensée décrétiste, c'est que soit on pense qu'on va pouvoir décréter en imposant par autorité, et donc on débouche sur la violence et sur des dysfonctionnements très graves du système, parce qu'on n'en aura jamais compris le fonctionnement et qu'on va lutter contre les forces vives du système, soit vers l'idée qu'il faut qu'on se mette tous d'accord sur le nouveau mode de fonctionnement du système, et ça débouche sur l'impuissance. Donc tant qu'on reste au niveau du plaidoyer, c'est parfait. On a déguisé en position symétrique et adoptable par tous un militantisme en faveur d'une cause que je partage et que je trouve fondamentale, mais du coup on se condamne à refuser de comprendre qu'on est face à d'autres qui ont d'autres préoccupations, d'autres causes, et donc on a le choix entre la violence et l'impuissance, et c'est ce qu'on lit beaucoup dans les débats. Est-ce qu'il faut passer à la violence? Pourquoi on est impuissant? Comment ça se fait qu'on n'avance pas, etc. Comment ça se fait que le gouvernement ne fait rien? Mais c'est que le gouvernement, lui, il est en position symétrique et il est obligé d'entendre les différentes forces politiques, les demandes, etc. Donc, si j'entends bien, en fait, ce qui te gêne dans ça, c'est le fait qu'il y a tout un tas de questions qui sont fondamentales, si on veut vraiment faire changer le système, qu'on ne peut se poser si on reste dans cette posture-là ou dans cette réflexion-là strictement. C'est-à-dire qu'on adopte une position qui est de dire qu'on sait à la fois quelle est la cause importante, qui est celle qu'on porte, et qu'on sait comment le système devrait fonctionner dans son ensemble. Pour moi, c'est ça l'hubris fondamentale qui coule une grande partie de l'écologie politique en la rendant impuissante. C'est un peu ce que je dis dans la cartographie politique alternative que je propose à celle de Latour. C'est-à-dire que si on dit, ben voilà, l'écologie c'est fondamental et donc il faut aussi ça, et je sais comment ça va fonctionner, c'est pas possible. Et donc dans le cadre de nos travaux, pour moi, c'est ça qui fonde la notion de pluralisme de préoccupation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire je porte une cause qui est très importante et je vais essayer de la promouvoir en luttant, en négociant avec les autres, etc. Et je sais comment doit fonctionner le système qui émerge. Hein, c'est comme dans Romain Rolland, dans Les Hommes de bonne volonté, il y a un type qui arrive au bistrot, au vélo, l'air épuisé, etc. Et les autres qui sont en train de picoler disent qu'est-ce que vous faites? Et le type il dit j'essaie de battre le record des 1000 km en 24 heures. Et c'est soit le record des 1000 km, soit le record des 24 heures. Et pour moi, il y a vraiment une impasse intellectuelle dans le fait de dire je promeux une cause, je sais comment tout devrait fonctionner, mais du coup je me rends sourd à toutes les autres causes. Je me rends soit bêtement autoritaire, et je vais vers des organisations qui ne fonctionnent pas, soit impuissant. Et donc il y a à la fois une raison logique. Si je porte une cause, je dois accepter que je porte celle-là, mais que d'autres vont en porter d'autres. C'est d'ailleurs ce que, dans les réponses aux vidéos, je constate qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile d'admettre l'idée qu'il puisse y avoir d'autres causes importantes. Et c'est une question éthique. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas acceptable que quelqu'un dise telle cause est fondamentale, et par ailleurs, voilà, je vais vous dire sur tous les plans comment va fonctionner la société. Il faut aussi qu'elle soit plus égalitaire, plus ceci, plus cela, plus machin, etc. Et dans ce cas-là, on retombe dans une posture qui s'approche de la symétrie. Avec le pluralisme des préoccupations, c'est fondamentalement asymétrique. Je porte une cause, je sais que d'autres gens portent d'autres causes, mais moi je porte une cause. Mais ce qui veut dire que, mais en revanche, le fait d'adopter cette posture fait qu'on va aussi beaucoup plus loin dans le fait de reconnaître que les autres causes sont légitimes, même si on les combat. Absolument. Une des propositions qu'on retrouve dans la littérature
cosmopolitique et autres, c'est aussi, et c'est très intéressant aussi, c'est aussi que dans la société, les questions sont mal posées. C'est-à-dire que on va se retrouver à poser des questions, par exemple, de manière binaire, c'est-à-dire un OGM, c'est bien ou c'est mal, etc., etc. Or, ce qu'apporte quand même l'ensemble de ces travaux, c'est de reposer la question de ces êtres qui viennent peupler notre collectif différemment, et de proposer qu'on ait des institutions délibératives qui commencent par la question de qu'est-ce que cet être, quelles sont nos relations, comment on s'y rattache, et comment tout ça doit se recomposer. Et donc, en reposant la question différemment de ces nouvelles entités non humaines, et donc, quelque part, si on va vite du rapport homme-nature, etc., est-ce que ça ne peut pas permettre, donc on revient aux postures plus de cadrage, de composition par cadrage, mais est-ce que ça ne peut pas faire avancer le schmilblick? Non, les entités qui veulent avoir une place dans le système, il faut qu'elles se frayent cette place dans le système. Donc ça va être une tempête qui va détruire des aménagements qui n'ont pas pris en compte les courants et le climat. Ça va être une invasion d'insectes qui punit une conception trop simple de sylviculture ou d'agriculture. Ça va être des militants qui disent vous avez voulu réorganiser tel ou tel truc mais on n'est pas d'accord. Il n'y a absolument aucune notion qu'il puisse y avoir une place autre que celle que les entités se font. Mais alors ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est que dans la lutte, parce qu'il y a aussi des notions d'alliance. C'est pour ça que je suis, donc dans nos travaux, la deuxième conséquence, c'est la configuration de composition. Si je m'intéresse à la négociation, ce n'est pas pour des raisons purement pragmatiques ou autres, c'est parce qu'à partir du moment où une cause écologique, pour avancer, il faut qu'elle lutte, qu'elle négocie, ou qu'elle trouve des alliés, ou qu'un pouvoir l'impose, etc., il y a un nombre assez limité de modalités possibles, et il faut comprendre ces modalités, et puis il ne faut pas rester scotché dans l'idée qu'on pourrait avoir un vrai processus de composition qui reste bloqué dans une seule modalité, par exemple coopérative, ou bien délibérative, ou bien, disons, gouvernementale, ce sera une autre option. Donc non, la composition, elle se fait à travers des interactions dont il faut comprendre les modalités dans lesquelles elle se déroule, parce qu'en fait, pour promouvoir une cause et pour qu'elle émerge finalement dans l'état final du système, il va falloir lui faire franchir toutes sortes d'épreuves, trouver des alliés, surmonter des ennemis, il va lui falloir accepter de redéfinir certains des objets qu'elle porte, etc. Et donc il y a un lien fondamental entre la vision d'ensemble qu'on se fait disons, du compositionnisme et le fait de s'intéresser de très près aux modalités par lesquelles la composition s'effectue. Alors sur cette question des modalités, moi c'est là qu'un des aspects, ou qu'une des choses qui m'intéresse beaucoup dans les comptabilités des écosystèmes apparaît, c'est cette possibilité d'instituer, de stabiliser des formes partielles ou intermédiaires de reconnaissance d'un certain nombre de valeurs, mais aussi du coup des formes organisées qui vont permettre de les créer ou de les maintenir. Et donc en fait d'avoir une approche de la recomposition qui permet par étapes et de manière spatialement hétérogène aussi, de stabiliser des formes partielles. Alors partielles, ça voudrait dire qu'on a l'idée de ce que ça devrait être au final, ce qui n'est pas le cas, mais de tout ça, c'est-à-dire de recréer des plis en fait dans les stratifications déjà existantes de la société pour en redéfinir les valeurs, les relations et autres. Et donc donc en fait, ça revient à dire le système se transforme parce qu'on ajoute des nouvelles strates, et si elles sont ajoutées avec intelligence, elles ont la possibilité de transformer petit à petit le fonctionnement du système.
Mais de croire que ces strates vont fonctionner toutes seules comme un modèle architectural ou un modèle de mécanique, comme le fait le décrétisme, qui dit voilà désormais ça va être comme ci, ça va être comme ça, etc. C'est ça l'erreur. Et ben, si j'essaie de transposer l'idée de décrétisme aux questions de comptabilité environnementale, ce serait par exemple l'idée que du jour au lendemain, on puisse proposer un nouveau système comptable au niveau national ou européen qui impose à tous une manière de compter les écosystèmes et qui du coup impose aussi à tous un certain nombre de règles. Le décrétisme, c'est de croire que le plan va se réaliser. C'est ça le décrétisme. Non, ce qui va se réaliser, c'est... Mais les concepteurs, parfois, ils croient de ces comptabilités. Mais bien sûr, ils croient qu'on peut... mais s'ils réfléchissent, ils voient bien que le système comptable ne détermine pas comment les entreprises fonctionnent, mais a des effets induits. Quand Jacques Richard, par exemple, montre comment tel changement très simple de définition de capital ou autre a des effets induits gigantesques alors que ce n'était pas vu au départ, on est bien dans des effets d'émergence. On n'est pas dans une sorte de plan, on est dans des stratégies et des effets d'émergence. On n'est pas dans, voilà, désormais ça va fonctionner comme ça, comme ci ou comme ça. Je reviens sur ta question initiale, là, sur deux aspects ce que tu as dit. Le premier, c'est la confiance. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir confiance qu'on va réussir à obtenir ce qu'on veut dans la composition. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution que d'essayer. Il n'y a pas d'autre solution que de déployer une stratégie pour le faire. Donc il faut avoir la confiance de celui qui passe à l'action et qui ne sait pas s'il va surmonter les épreuves, ne sait pas exactement à quelle épreuve il va être confronté en fait. Donc c'est plutôt une question de détermination et d'ouverture à la confrontation avec les autres, qui aura lieu, que tu aies envie ou pas, elle aura lieu cette confrontation. Le deuxième point, c'est que la stratégie, fondamentalement, elle est compositionniste. Pourquoi ? Parce que la définition de la stratégie, c'est une action qui vise un objectif, mais dans un cadre où il y a un autre ou plusieurs autres intervenants qui ont pour but de faire échouer cette action. C'est la concurrence commerciale, c'est la guerre, c'est la concurrence politique, c'est les militants écologiques versus d'autres intérêts. Et donc, l'idée qu'il faut déployer une stratégie et qu'on ne peut pas réaliser directement ce qu'on veut parce qu'il va y avoir les interactions est vraiment une idée qui est fondamentalement compositionniste et pas décrétiste. C'est l'inverse du truc. Est-ce que, selon toi, l'action stratégique, donc compositionniste par nature, ceux qui sont engagés dedans pour l'environnement, dans quelle mesure et jusqu'où doivent-ils être attentifs justement à ce qui va émerger, c'est-à-dire au cadre qui émerge ? Est-ce que c'est un point d'attention ou un point d'attention qu'ils doivent avoir au moment où ils engagent l'action ? Est-ce que c'est un point d'attention qu'ils doivent partager, y compris avec leurs adversaires ? Cette dialectique, si tu veux, entre le compositionnisme du point de vue de l'acteur stratégique, etc., et ce qui va en émerger, comme cadrage général, jusqu'où est-ce qu'il faut l'instruire en fait ? Alors oui, c'est une très bonne question. Ça nous emmène au dernier grand tiré de thème là, que je voulais aborder. Le problème du débat écologique actuel, c'est qu'il est... Comment dire, la difficulté du compositionnisme, c'est que ça paraît flou, ça paraît compliqué, etc. Et donc, ça contrebat deux autres manières de poser le problème, qui sont le planisme, qui n'est autre chose que le décrétisme. C'est-à-dire, voilà, il y a le problème X, il nous faut un quota de 22% d'énergie renouvelable, donc je fais des règles de 3, il me faut donc 200 000 éoliennes, de machin, etc. Ça c'est le planisme, de croire que paf, on met le truc et ça va se passer comme on a dit. Et le deuxième c'est le manichéisme, c'est-à-dire voilà, comme tu as dit pour les OGM ou autres, ça c'est bien, ça c'est mal, et donc l'illusion monstrueuse que toutes les bonnes causes sont une seule cause, dans un double refus qui est doublement illusoire. Elle est illusoire parce qu'il y a des bonnes causes qui contredisent d'autres bonnes causes. Elles ne sont pas du tout toutes synergiques, du tout.
Et la deuxième, par exemple, le fait de vouloir améliorer les conditions matérielles de la grande masse de la population qui n'est pas particulièrement favorisée, est en contradiction avec le fait de faire baisser globalement le niveau de consommation d'énergie et de matière, point barre. Alors on peut chercher des atermoiements, des effets de composition, mais dire que les deux sont synergiques, non, c'est pas le cas. Et le deuxième problème du manichéisme, c'est que c'est une facilité intellectuelle et morale qui consiste à dire de toute façon tout ce que les autres portent est nul. C'est un peu ce que je reproche à Latour dans sa cartographie politique. Il n'y a qu'une seule posture qui est défendable, tous les autres c'est soit des cons, soit des salauds dans sa cartographie politique à lui. Or ça c'est pas possible. Alors évidemment si on pense qu'on va réussir à gagner le rapport de force comme un rouleau compresseur, etc., pourquoi pas, hein, on peut se comporter comme une brute si on pense qu'on va gagner. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'état des choses de ceux qui défendent l'écologie aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en position d'imposer sans négocier, sans lutter, sans rien, en disant non c'est comme ça, c'est pas autrement? Ce sentiment d'impuissance, il vient un peu de ce manichéisme. Alors le planisme, et c'est là que le compositionnisme est intéressant d'un point de vue pratique, le problème du planisme, c'est qu'il refuse délibérément de réfléchir aux effets de composition. C'est-à-dire on dit, voilà, il faut des énergies renouvelables, raisonnement linéaire, qu'est-ce qui est renouvelable? C'est ça, 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 donc poum, on pose un quota, on pose des éoliennes. On ne réfléchit pas aux effets de composition. Par exemple, que si on fait des éoliennes, comme c'est une énergie intermittente, eh bien, il va falloir mettre en place des énergies quand ça ne marche pas. Donc, quand il n'y a pas de vent. Donc, du coup, on va être amené à construire des centrales à gaz ou à charbon. Par ailleurs, on ne se demande pas non plus les effets sur la biodiversité, sur le bien-être des gens, etc., etc. Donc le planisme, par définition, et c'est ce qui posait des problèmes pas possibles dans les économies planifiées, il résout chaque problème dans son silo, soi-disant, enfin il pense le résoudre, sans réfléchir aux effets de composition. Et du coup, on aboutit à des systèmes Shadok absolument monstrueux, on va se retrouver. Les éoliennes, après, il faut construire des grands réseaux électriques parce qu'elles ne sont pas aux endroits où il y a la consommation d'électricité, des installations thermiques pour compenser quand il n'y a pas de vent, etc., etc. Et en fait, le compositionnisme, à l'opposé, il nous suggère de sortir de ce genre d'approche, de cette espèce de volontarisme sacrificiel qui dit on s'en fiche, de toute façon on n'a pas le choix, il faut faire ci, ça, ça, dans une optique linéaire de plan. Et il consiste à dire, ben non, on va chercher des moyens plus subtils, c'est-à-dire on va réfléchir aux effets de composition qu'on peut viser, aux effets de composition qui peuvent se passer, et donc on peut, avec des moyens beaucoup plus faibles, induire des changements plus profonds. Là, je m'inspire de l'école de Palo Alto sur les thérapies systémiques ou les changements de système. Et du coup, on va essayer de jouer sur les effets de composition plutôt que de les surmonter par une espèce de décrétisme. On veut tant d'énergie renouvelable, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, c'est de la résistance qui n'a pas de lieu d'être, etc. Donc on peut donner quelques exemples. Si j'oppose l'isolation des logements aux éoliennes, le résultat, un résultat égal, l'isolation des logements, ça va améliorer le confort des personnes, ça va créer de l'emploi local, ça ne va pas avoir d'effets environnementaux indésirables. Et donc on est dans des effets de composition qui remettent les choses dans une harmonie. Au lieu d'être dans un truc, on va imposer des éoliennes qui gâchent la vie des gens qui habitent à côté, qui détruisent la biodiversité, et qui ensuite vont obliger à rentrer dans une spirale de développement de réseaux électriques industriels à très grande échelle, qui ferait rigoler Ivan Illich. C'est-à-dire que c'est l'hétéronomie poussée à son comble, cette histoire-là, les éoliens marins étant le pompon. De la même manière, le truc catastrophique des usines à brûler du bois, en dépensant des crédits publics pour remplir des quotas d'énergie renouvelable, ça a des effets environnementaux redoutables, ça a le moins d'effets possible sur l'emploi local, ça crée des effets de composition désastreux,
pour une efficacité qui ne juge même pas utile de prouver en termes de changement climatique, alors que si on réfléchit aux filières de proximité, de chauffage bois ou autres, ben là on peut avoir un réinvestissement par les acteurs locaux, des filières locales de bois, etc. Et on est sur quelque chose de complètement différent. Donc de manière un peu paradoxale, en fait, c'est ce raisonnement-là qui m'amène à partager certains critiques là, du néolibéralisme, c'est-à-dire pourquoi on préfère les éoliennes, parce que c'est des grands groupes qui se nourrissent de subventions publiques et qui sont en position d'imposer des augmentations de tarifs nolens volens aux consommateurs. C'est pas parce que c'est un moyen intelligent de recomposer un monde écologique, c'est que ça augmente l'hétéronomie au profit des gens qui vont faire leur beurre, les gens du lobby de l'éolienne. Pourquoi on fait des grandes usines à brûler du bois? Parce qu'on va travailler avec des grands groupes de production d'énergie, etc. Alors que l'isolation des logements ou les filières locales bois, ça suppose qu'on veuille soutenir les artisans, l'entreprise à petite échelle, des organisations locales et déconcentrées, etc. Et donc là, du coup, on rejoint quand même toute une partie de la réflexion que je trouve très intéressante sur comment se réorganiser à plus petite échelle, comment échapper aux griffes de l'hétéronomie organisée qui est là pour, au nom de la crise écologique, pomper plus de subventions publiques et imposer des filières qui auront dans le futur des effets de composition désastreuses. Et c'est vrai que tous ces appels à l'urgence en disant mais il faut y aller à fond sur les éoliennes et tout, ça aboutit à quoi? À enlever les enquêtes publiques pour que les gens ne puissent plus dire tout le mal que ça leur fait, etc. Pour moi, c'est pas un raisonnement écologique fondamentalement, c'est un raisonnement qui réfléchit au collectif, humain non humain, à la manière dont ces éléments s'agencent entre eux, et qui a compris que le fait de faire violence pour résoudre un problème sans vouloir réfléchir aux effets de composition, c'est juste stupide, quoi. Et donc pour moi, ce thème qui est théorique au départ, là, sur le compositionnisme, il aboutit à des conclusions très pratiques dans le débat actuel sur l'environnement. Est-ce que vous avez réfléchi aux effets de composition? Est-ce que vous n'êtes pas dans un décrétisme là, avec votre histoire? Pourquoi vous privilégiez ça plutôt que ça? Pourquoi vous êtes prêt à accepter n'importe quel type de solution du moment qu'elle fait mal, qu'elle coûte cher et qu'elle est spectaculaire? Mais en fait, cette question-là sur les éoliennes et le logement et d'autres, elle renvoie à la question de savoir, du coup, les postures compositionnisme environnemental, à quoi elles ressemblent? Est-ce que c'est forcément des postures militantes? Mais dans ce cas-là, on va retrouver des militants plutôt pro-éoliennes et des militants plutôt pro-logement. Est-ce que, au contraire, dans ce cas-là, on peut être compositionniste pour l'environnement aussi quand on est un acteur gouvernemental, c'est-à-dire qu'il doit faire des choix d'arbitrage entre l'éolien et le logement. Donc voilà, quel type de posture, quel type d'acteurs en fait peuvent être des acteurs de cette recomposition qui va dans le sens de l'environnement, ce qui implique ce que tu as dit, c'est-à-dire dans le sens d'une pensée de l'environnement qui prenne en compte les aspects de complexité que tu as évoqués. D'abord, sur la première question, celle des acteurs, toutes sortes d'acteurs. Le type qui crée une PME pour faire de l'isolation de logement, en s'apercevant que c'est important de former des artisans pour faire ça et de proposer ce service parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs, il fait de la recomposition d'une certaine manière. Les gens qui s'organisent dans un collectif non commercial pour s'entraider, pour construire et isoler leur logement, sont des acteurs de ce genre-là. Le fonctionnaire qui se bat pour qu'on change telle ou telle règle qui va permettre à des artisans d'intervenir, il est aussi dans la recomposition. Donc justement, ce qui est intéressant dans le compositionnisme, c'est que c'est pas un acteur mandaté de vue d'en haut ou bien tout le monde ensemble, c'est que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, modulo les épreuves d'alliance, de négociation, etc. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant, et ce qui fait aussi pour moi l'intérêt du secteur environnement, en fait, c'est qu'il y a tout. Il y a des entreprises, il y a des militants, il y a des gens qui cherchent il y a des zadistes, il y a toutes sortes de gens qui font les choses différemment. Mais sur l'exemple de l'éolien et du logement, est-ce que ça veut dire que
il ne s'agit pas de distinguer le bon compositionniste environnemental du mauvais, c'est pas ça ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui nous permet quand même Est-ce que c'est la question de la contribution environnementale, en fait, du résultat environnemental qui doit nous guider? Oui, bien Ou est-ce sûr. que c'est la question de la mesure dans laquelle ceux qui poussent pour une solution, l'éolien ou le logement ou une autre, prennent en compte aussi les autres préoccupations. Mais dans ce cas-là, on retombe dans une posture plutôt symétrique. Non, pour moi, c'est la question Voilà. d'efficacité environnementale. C'est-à-dire que l'éolien est inefficace d'un point de vue environnemental, toxique du point de vue de la biodiversité et de tous ces trucs-là, et en plus pose des problèmes, ce qui explique tous les conflits, etc., à d'autres préoccupations. On peut s'y intéresser, puisqu'on s'apprête à négocier avec des gens. C'est pas qu'on va prendre en charge leurs préoccupations, mais c'est la moindre des choses de s'y intéresser. Hein. Bon, ben, écoute, merci beaucoup. Comme les autres fois, un dialogue très, très intéressant et agréable. Merci Clément. Merci Laurent.